Bonjour à tous, nous allons commencer. Madame l'ambassadrice de France, Monsieur le proviseur, chers collègues de Santiago, chers collègues de Concepción et bien sûr très chers délégués, c'est avec une très grande joie et un immense plaisir que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue à cette première cérémonie d'ouverture inaugurant notre toute première conférence des Nations Unies. Cela fait beaucoup de premières fois, me direz-vous. En effet, depuis 3 mois maintenant, nous, professeurs organisateurs, n'avons pas ménagé nos efforts pour mettre sur pied ce premier modèle des Nations Unies francophones du cône sud, modèle que nous avons choisi de baptiser Emenu Santiago. Et comme il s'agit d'une première fois, permettez-moi, une fois n'est pas coutume, d'adresser quelques premiers remerciements à tous ceux qui ont fait exister ce projet, car sans eux, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette salle. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Dumas, ambassadrice de France, qui par sa présence ici témoigne de la reconnaissance de notre projet par l'État français. Merci Madame l'ambassadrice. Je tiens ensuite à remercier Monsieur Agostini, proviseur adjoint, non seulement pour nous avoir fait confiance au moment de lancer ce projet, mais également pour nous avoir accompagnés et soutenus dans sa mise en œuvre. Un très grand merci à lui. De même, je tiens à remercier particulièrement Édouard Collin. Nous avons porté ce projet ensemble. Un grand merci à Aline Trudget et Véronique Allais qui ont contribué, grâce à leur expertise, à la concrétisation de ce premier Emenu Santiago. Sans oublier Damien Clairaut et Dominique Jourdi, professeurs du lycée français Charles de Gaulle de Concepción, qui ont accepté de s'engager dans ce projet avec nous. Enfin, cette séance de remerciements ne saurait être complète sans adresser un énorme remerciement aux élèves des lycées français de Santiago et de Concepción qui se sont engagés volontairement dans ce projet. Sans vous, rien n'aurait été possible aujourd'hui. En effet, pendant 2 mois, ces apprentis ambassadeurs, en plus de leur semaine de cours chargée, en plus de leur préparation au baccalauréat et à la PSEU, ont consacré du temps afin de se préparer à cet événement qui commence aujourd'hui. Ils ont mené des recherches sur leur pays, sur le pays qu'ils allaient devoir représenter. Ils ont amélioré leurs connaissances sur la réalité géopolitique autour des problématiques qu'ils vont avoir à résoudre. Ils se sont familiarisés, ce n'est pas chose aisée, avec les codes de la diplomatie onusienne, langage, législation, tenue vestimentaire. Aujourd'hui, devant nous, vous êtes donc prêts à vous emparer des sujets que nous vous avons proposés à partir du thème général, intitulé cette année « Migrer, partir, circuler, accueillir ». Ces sujets font appel à notre humanité, à notre empathie. Hélas, la situation des migrants dans le monde, ce monde complexe de 2017, est trop souvent difficile, compliquée, voire tragique, comme vous pourrez vous en rendre compte demain au moment où vous visiterez l'exposition Migrartes à la Fondation Telefónica. Mettre au point une solution ambitieuse répondant à ces problèmes, tout en respectant la réalité diplomatique du monde, voilà, chers délégués, la principale difficulté à laquelle vous allez devoir faire face. Afin d'y parvenir, nous vous souhaitons de fructueux débats au sein des commissions, sans oublier de mener entre vous les discussions informelles convaincantes qui vous permettront d'échafauder des projets de résolution solides et vraisemblables. Avant de laisser la parole à Monsieur le proviseur, je souhaitais juste vous préciser qu'en participant aujourd'hui à ce jeu de rôle, vous vous apprêtez à rejoindre les 400 000 étudiants à travers le monde, selon les chiffres de l'ONU, qui participent annuellement aux différents modèles des Nations Unies. Un jeu de rôle qui remonte à la fondation même de l'ASDN en 1920. Sachant enfin, à l'image de nombreux leaders politiques du monde, que l'ancien secrétaire général de l'ONU, le coréen Ban Ki-moon, a lui-même participé dans sa jeunesse à ce genre de jeu de rôle. Peut-être le futur secrétaire général des Nations Unies se trouve aujourd'hui parmi nous. Merci à vous, et j'appelle Monsieur le proviseur pour son discours. Madame l'ambassadrice, Monsieur le proviseur adjoint, Mesdames et Messieurs les professeurs de Santiago et de Concepción, Monsieur le secrétaire général de la conférence, très chers élèves, c'est avec plaisir et fierté que je m'adresse à vous lors de cette cérémonie d'ouverture de cette conférence qui a pour terme la migration, actualité brutale et préoccupante de notre monde d'aujourd'hui.
Je suis fier d'être le proviseur du lycée organisateur de cette manifestation, qui est la première dans la zone. Mais surtout fier de vous, les élèves, qui êtes sur le point de débattre, certainement avec enthousiasme, pour préparer des résolutions afin de les faire adopter en fin de mission. Il y a au moins 3 raisons pour que ce projet ait une forte valeur éducative, pour vous et pour nous, les éducateurs que nous sommes. Tout d'abord, vous allez réfléchir, argumenter, vous positionner sur un thème difficile sur le plan humanitaire qui a d'importantes répercussions économiques et sociétales. Vous entrerez ainsi concrètement dans la complexité internationale du XXIe siècle. Vous serez, je n'en doute pas, critique sur les décisions de certains États. Vous serez confronté à des questionnements éthiques et moraux. Quel bel exercice d'éducation morale et civique. Ensuite, parce que lors de cette conférence de 3 jours, vous allez utiliser la langue française comme des diplomates. C'est donc un merveilleux exercice pratique, intégré à notre enseignement, car il vous faudra écrire des textes concis et choisir où le choix de chaque mot est important. Vous allez prouver aux autres et à vous-même que vous maîtrisez bien notre belle langue, que celle-ci vous permet de développer une pensée pleine de nuances et de finesse. Voilà la preuve irréfutable que vous vous êtes approprié le français, l'esprit critique et l'esprit d'initiative, apport spécifique de l'enseignement de nos lycées français. Bravo pour vos efforts et surtout bravo pour ce que vous êtes. Enfin, vous allez vivre concrètement une des valeurs fondamentales de notre projet éducatif, le respect de l'autre dans toute son intégrité. Que devons-nous proposer pour le comprendre afin de mieux l'accueillir et de bien vivre ensemble? Le thème retenu pour cette conférence, migrer, partir, circuler, accueillir, va justement vous permettre d'approfondir votre réflexion sur cette thématique fondamentale pour nos sociétés et nos communautés, pour qu'elles puissent accueillir la diversité et qu'elles puissent s'en enrichir. C'est avec beaucoup d'impatience que j'attends vos résolutions sur ces sujets. Je ne doute pas de l'intelligence de vos propositions. Je suis très heureux d'accueillir les élèves du lycée Charles de Gaulle de Conception, qui nous ont bravé le long trajet, notamment la nuit, puisqu'ils sont arrivés au petit matin. Merci aux familles qui vont les accueillir. Naturellement, et ça a déjà été dit par M. Martin, mais je redis aussi, naturellement, je remercie très chaleureusement tous les professeurs qui ont pensé ce beau projet, et tous ceux qui l'ont organisé. Je souhaite mettre en avant leur très forte implication pour motiver les élèves et pour que tout soit bien réussi. Ils ont su y apporter la solennité attachée au débat des Nations Unies. Ils ont su faire venir des diplomates professionnels, comme vous, Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadrice, tous les participants et tous les organisateurs sont honorés et heureux de votre présence parmi nous ce matin, malgré vos multiples obligations. Preuve de votre intérêt pour nos élèves et pour tout ce qui se passe dans nos lycées français du Chili. Monsieur le Président de la Corporation devait être présent, mais il n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles, il s'en excuse, mais je voudrais aussi rendre hommage à l'implication de notre corporation, qui est toujours soucieuse de faciliter des projets pédagogiques qui permettent aux élèves d'exprimer leurs talents comme celui-ci. Chers élèves, je vous souhaite de fructueux débats, je reprends exactement la même terminologie que M. Martin, une bonne sortie demain, et surtout de beaucoup apprendre lors de ces 3 journées. Elles contribueront à former un peu plus votre savoir-être et votre savoir-faire. Merci pour votre engagement et pour vos contributions. À vendredi. Merci, monsieur le proviseur. J'appelle Madame Dumas, ambassadrice de France, à ce pupitre. Merci. Bonjour à tous, monsieur le proviseur, mesdames, messieurs les professeurs, et puis, bien sûr, chers élèves. Donc, bonjour à tous. Vous m'avez demandé d'essayer d'ouvrir ce moment qui est très important, qui est un moment extrêmement important, effectivement,
dans la communauté scolaire d'ensemble de Santiago, mais aussi de Concepción. Donc je tenais bien sûr à vous féliciter pour cette initiative de travailler sur ce modèle, cette première initiative de modèle des Nations Unies, initiative connue dans d'autres établissements sur d'autres continents dans le monde, et qui effectivement a une extrêmement grande valeur pédagogique, comme le proviseur vient de le souligner, mais effectivement qui laissera sans doute des traces et un ancrage dans chacun d'entre vous lorsque vous allez passer à travers toutes ces étapes d'une négociation internationale sur un sujet aussi fort actuellement que ce sujet des migrations, et qui peut-être effectivement fera naître parmi vous une vocation internationale, une vocation de diplomate, une vocation autre, humanitaire, politique, internationale, avec, sait-on jamais, effectivement, comme le disait M. Martin, une vocation même de futur responsable des Nations Unies, futur secrétaire général. Alors bravo, bravo parce que, et félicitations aux enseignants qui ont conduit ce projet. Félicitations à chacun des élèves qui va s'impliquer sur les quelques jours de votre exercice, car vous avez choisi effectivement un sujet qui est majeur dans le monde aujourd'hui. Alors, je vais revenir peut-être en arrière sur certaines choses que vous êtes déjà en partie appropriées, mais en tant que diplomate, effectivement, je voudrais vous reparler un petit peu des Nations Unies, du dispositif Nations Unies, et un petit peu du sujet réfugié sur lequel vous avez donc déjà pas mal travaillé. Mais les Nations Unies, peut-être en quelques mots pour se les réapproprier, ce sont donc 5 grandes institutions sur la base de la charte de 1946, le Conseil de sécurité, 15 membres, 5 permanents, ce qu'on appelle le P5, P5, on dit beaucoup en anglais puisque nous sommes à New York aux Nations Unies et on parle beaucoup donc P5 ou P3, le P3 qui regroupe les 3 membres qui sont les plus proches en termes, je dirais aussi un petit peu idéologiques et de valeurs, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. P5, c'est l'ensemble, bien sûr, du Conseil de sécurité, avec la Chine, la Russie aussi. Chaque membre du P5 dispose d'un droit de veto, vous le savez, et 9 voix sont nécessaires pour adopter une résolution. L'Assemblée générale, 193 pays, chacun disposant d'une voix, qu'il soit petit ou grand, Fidji ou les États-Unis, c'est la même voix. Les résolutions sont adoptées par consensus ou par vote à la majorité absolue. Le Conseil économique et social, 54 membres qui travaillent dans le domaine économique et du développement notamment. Le Conseil de tutelle qui concernait en fait les pays en voie d'accession à l'indépendance lorsque la charte donc, a été rédigée et qui n'est plus en activité. Et aujourd'hui, organe très important aussi, la Cour internationale de justice avec 15 juges, dont un Français qui se trouve être le président actuel de la Cour, qui est le juge Ronnie Abraham, le siège de la Cour étant à La Haye. Un secrétariat général, l'ONU, aujourd'hui, Antonio Guterres, qui se trouvait être le haut-commissaire aux réfugiés, UNHCR. Des fonds, des programmes spécialisés pour mettre en œuvre des politiques, dont les 2 principaux fonds, le PNUD, l'UNICEF. Des organes spécialisés, le Conseil des droits de l'homme, l'UNESCO. Alors, les métiers des Nations Unies, et vous allez vous inscrire, disons, dans cette ligne. 1. La paix et la sécurité internationale. La responsabilité du Conseil de sécurité qui adopte des résolutions et peut créer des opérations de maintien de la paix pour mettre en œuvre ces résolutions et pour tenter de mettre en œuvre la paix ou de faciliter la paix sur le terrain. Pour y revenir, la France est un grand contributeur des opérations de maintien de la paix, mais le Chili aussi commence à apporter sa pierre, l'a fait longuement en Haïti, vient de retirer ses troupes, mais va sans doute proposer un dispositif pour un pays africain. Le Parlement doit se prononcer sur ce sujet-là. La direction des opérations de maintien de la paix, ce qu'on appelle le département, le DAMP, DPKO en anglais, est dirigé, il se trouve par un Français, aujourd'hui Jean-Pierre Lacroix, qui est un collègue, depuis plusieurs tours, si je puis dire, c'est un petit peu une tradition.
15 opérations de paix actuellement, la majorité en Afrique et au Moyen-Orient, avec près de 100 000 casques bleus déployés sur le monde. Je vous le dis parce que c'est l'un de vos outils quand vous discuterez de l'encadrement éventuellement d'un groupe de réfugiés qu'il faut protéger quelque part sur un terrain qui est encore en guerre. Ça peut être évidemment une solution de la part du Conseil de sécurité de dire moi je propose le déploiement, enfin un pays peut proposer une résolution avec déploiement de casques bleus pour tenter de sécuriser, on en reparlera un petit peu plus tard. Deuxième métier, les droits de l'homme, avec un haut commissaire et un conseil des droits de l'homme qui lui était délocalisé à Genève, autre grand siège, disons, des Nations Unies qu'il ne faut pas oublier, qui est un peu au cœur de l'Europe, la base de Genève avec un certain nombre d'organismes. Les droits de l'homme, alors le Conseil, disons, le droit de l'homme, cœur aussi de la mise en œuvre de la paix internationale, avec un Conseil des droits de l'homme qui procède à un examen périodique universel quasiment de tous les pays du monde, qui passe à travers ce filtre de l'examen, de la compatibilité, de la mise, des politiques de ce pays au regard des valeurs universelles des droits de l'homme, avec adoption ensuite de résolutions sur des thèmes spécifiques liés au sujet de droits de l'homme dans tel ou tel pays. La France passe à travers ce filtre, comme le Chili, comme un certain nombre d'autres pays qui sont beaucoup moins respectueux de droits de l'homme, mais c'est la règle pour tous. Troisième grand métier des Nations Unies, le développement. Vous allez parler aussi donc développement. Troisième grand métier mené avec des organes spécialisés comme donc le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, l'UNICEF pour l'enfance, le FNUAP, le Fonds des populations, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Avec une commission dédiée aux Nations Unies, dédiée réellement aux questions de développement, ce qui s'appelle la deuxième commission, et un organe spécialisé, l'ECOSOC, qui a un regard de supervision, disons, sur l'ensemble de l'activité développement. Le nouveau programme adopté par les Nations Unies, donc par les États membres, comprend 17 objectifs de développement, ce qu'on appelle les ODD. Par extension, l'ONU est donc très impliquée dans le domaine humanitaire, notamment en cas de crise, mais aussi dans des sujets qui n'étaient pas évidents, disons, lorsque la charte a été mise en place, etc., qui sont sujets comme le climat, aujourd'hui, c'est un sujet majeur, abordé comme un sujet de développement par la majorité des pays membres maintenant. Alors, les moyens, quels sont les moyens des Nations Unies? Les différents moyens que vous avez pour tenter de traiter d'une politique, l'adoption de résolutions contraignantes, à vrai dire, c'est un cas assez rare. Les résolutions du Conseil de sécurité fondées sur le chapitre 7 de la charte, qui est le seul qui autorise et qui permet de recourir à des résolutions contraignantes, est malgré tout difficile. Et le plus souvent dans l'histoire, disons, les 4 tentatives d'adoption de résolution sur la base du chapitre 7 ont été bloquées. C'est un vrai enjeu, évidemment, pour les grandes puissances qui sont autour de la table. Mais quand on y arrive, disons, c'est grâce à ces résolutions-là qu'on arrive à mettre en place, en général, des opérations de maintien de la paix, par exemple. L'adoption de traités sous l'égide des Nations Unies, c'est le cas, par exemple, de l'accord de Paris sur le climat qui a été conclu en 2015. C'est le cas du statut de Rome qui a mis en place la Cour pénale internationale. L'adoption de principes politiques. Là, il s'agit des résolutions de l'Assemblée générale, pas de celle du Conseil de sécurité, mais de l'Assemblée générale, de l'ECOSOC et de la majorité des résolutions, dirons-nous, du Conseil de sécurité, qui, théoriquement, ne sont pas contraignantes, parce que le Conseil de sécurité n'a pas le pouvoir de faire mettre en œuvre directement par un ou un groupe d'États ces souhaits, ces résolutions, mais qui ont un effet d'entraînement quand même, ont une portée politique importante dans la construction d'un consensus. On va parler là d'un consensus international qui imprègne en fait l'action des États et qui s'impose d'une certaine façon à l'action des États, pour le moins, je dirais, au plan moral, si vous voulez. Et en fin de compte, effectivement, au final, quel est le pouvoir des Nations Unies? C'est l'autorité morale et politique.
de l'ensemble du dispositif et de ce qu'en font les États membres. C'est l'autorité morale et politique aussi du secrétaire général, hein, de la figure numéro 1 donc, des Nations Unies, et des rapports qui sont publiés régulièrement par les Nations Unies et qui s'imposent aussi, qui produisent une analyse et produisent des recommandations qui, petit à petit, permettent une certaine mobilisation de l'opinion publique internationale. Alors, la réalité donc, du pouvoir appartient en fait aux États membres, quand on regarde tout ça. Et les résultats donc, dépendent aussi de la capacité justement des États membres à s'entendre et à monter, donc, et à se mettre à favoriser ces consensus. Alors, peut-être un petit flash sur la France aux Nations Unies, puisque vous allez en partie, pour certains d'entre vous, présenter, disons, la France. La France a un positionnement relativement unique, puisque nous sommes membres fondateurs des Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité, donc membres du P5, ce qui est rare. Il n'y a donc que 2 pays européens, le Royaume-Uni et la France, à ce stade, aujourd'hui. Un certain nombre de pays des Nations Unies sont engagés dans une réforme, hein, aujourd'hui, qui vise à réformer justement le dispositif du Conseil de sécurité et à réformer un certain nombre d'organes. Bon. La France est favorable, en fait, à l'ouverture du Conseil de sécurité et favorable un petit peu à l'élargissement du droit de veto. D'autres membres du Conseil de sécurité s'y opposent totalement. Ça fait 10 ans qu'on défend en fait cette position-là. Il se trouve que j'étais en poste à Washington, des premiers conseillers, il y a déjà plus de 10 ans à Washington, et qu'à ce moment-là, parmi les dossiers que j'avais à traiter, j'avais le dossier des Nations Unies, et j'avais apporté la position des Nations Unies, la position française, pardon, sur le dossier des Nations Unies, et on était au début de nos réflexions sur la réforme, et vraiment, je me souviendrai longtemps, enfin, en tant que diplomate, ce sont des moments qui marquent, d'une des premières démarches, ce qu'on appelle démarche, donc un rendez-vous avec une autorité américaine du département d'État à qui je suis allée dire, bon, maintenant, nous souhaiterions vraiment qu'on planche sur l'ouverture du Conseil de sécurité, sur un partage du veto, l'idée étant que nous trouvons que le Conseil n'est pas très égalitaire et qu'il faudrait que chaque continent soit représenté dans le Conseil de sécurité pour qu'il y ait un vrai conseil pour la paix et la sécurité mondiale, si vous voulez. Et là, la réponse que j'ai eue en face de moi était « Mais vous êtes complètement fous, quoi, les Français, mais vous avez perdu la tête. » Voilà, parce que voilà, certains pays, évidemment, refusent complètement, ne veulent pas ouvrir le débat. C'est une question de pouvoir, c'est une question d'équilibre des pouvoirs. Donc voilà, ce sont des moments, et 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard d'ailleurs, nous en sommes toujours là, la question de la réforme est de nouveau mise sur la table avec un certain nombre d'éléments. Ça sera enfin, quand on progressera, je pense qu'on y arrivera quand même petit à petit, et sous l'impulsion d'ailleurs de beaucoup de pays qui sont moins représentés justement sur la scène mondiale, qui ont moins de voix et d'audience, je dirais, parce que justement elles ont une voix à l'Assemblée générale, mais il est beaucoup plus difficile d'exister sur les vrais sujets de paix et de sécurité qui sont cruciaux, et donc au travers du Conseil de sécurité, quand on va réussir à avancer, ça sera une révolution, ça sera vraiment une grande étape par rapport au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et ça sera quelque chose de majeur, disons, pour l'humanité. Alors, la France, donc, est membre depuis l'origine de ce P5, avec notamment le Royaume-Uni, donc comme je le disais, pour l'Europe, et de facto, il faut bien voir que nous sommes, avec le Royaume-Uni, les 2 pays qui prenons la plume le plus souvent sur les résolutions. Nous faisons 80% des projets de résolution qui sont mis sur la table à New York. Donc imaginez la mobilisation des équipes de diplomates à la mission, puisque ça s'appelle des missions de représentation de tel ou tel pays auprès des Nations Unies. La mobilisation est extrême. Nous avons une armée, je dirais, de diplomates d'une bonne douzaine de personnes et qui planchent toute la journée sur des projets de résolution, quel que soit le sujet, et qui vont les porter. Et alors, en général, on fait coalition justement avec les Britanniques et on essaie voilà, de porter une position. Et puis ensuite s'engage, disons, le mouvement de négociation, de refus, de refonte du texte, etc.
avec plusieurs sortes d'étapes. On n'est pas en conseil, on n'est pas en négociation en conseil d'emblée, on est dans ce qu'on appelle en consultation tous les matins. En fait, il y a une consultation quasi à 10h tous les matins en pré-salle du Conseil de sécurité. Il y a une salle qui est autour de l'enceinte, et là, les 15 membres se retrouvent, et on voit si on est mûr, si on est prêt ou pas à passer au stade de la proposition de la résolution. Donc il y a déjà toute une préparation en consultation Conseil de sécurité avant d'entrer et de présenter le projet. La France a une expertise qui est relativement unique sur l'Afrique. Comme aujourd'hui, plus de 75% aussi des crises et donc des projets de résolution touchent l'Afrique et le Proche-Orient, nous sommes donc énormément impliqués. Nous partageons nous sommes aussi à l'origine, disons, de valeurs partagées avec nos alliés, bien sûr, le plus souvent américains et britanniques. Je disais être donc ce qu'on appelle le P3, valeurs sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur le respect du droit international, sur une vision aussi ambitieuse, dynamique, en fait, de l'activité des Nations Unies. Comme je le disais, nous portons aussi un projet de réforme qui est très articulé, que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Et c'est aussi en reconnaissance, je dirais, de ce rôle un petit peu spécifique de la France, de son autorité, du fait de sa présence dès la création et de son rôle depuis lors, que nous avons un Français à la tête du département des opérations de maintien de la paix. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le département des opérations de maintien de la paix, le DOMP, a été dirigé par un Français depuis 20 ans. Donc voilà, c'est une succession et de diplomates. Ce sont des collègues, en général, qui sont sortis du Quai d'Orsay. Je trouve que je connais très bien l'actuel. Voilà, donc les Nations Unies sont le socle de notre politique étrangère aussi pour la résolution des crises. Nous avons un autre dispositif qu'il ne faut peut-être pas oublier, mais là vous êtes dans un modèle Nations Unies, mais qui est l'Union européenne, qui essaie de monter en puissance sur la résolution des crises avec la construction d'une politique de sécurité et de défense commune au niveau européen, qui est un complément, et un complément notamment sur les crises européennes, enfin du continent européen. S'agissant des questions de développement, maintenant, développement et d'enjeux globaux, la France s'est distinguée sur un certain nombre, disons, de grandes réflexions, mais vous le savez, plus récemment, c'est vrai qu'un des fleurons, je dirais, de la mobilisation immense française, interministérielle, avec des équipes mobilisées à 100% de leur temps pendant au bas mot 2 ans, c'est l'accord sur le climat. C'est le résultat de la négociation sur cet accord qui quand même a marqué un petit progrès malgré tout sur les engagements. Donc nous allons passer dans les mois qui viennent déjà à la révision de ces engagements, à la vérification de la mise en œuvre. Voilà. Et enfin, un point qui n'est pas complètement négligeable, mais c'est que le français est l'une des 2 langues de travail des Nations Unies. Tous les textes sont distribués en anglais et en français. C'est quand même un point extrêmement important, non seulement pour la France, mais évidemment pour l'ensemble du monde francophone. Alors, si vous me le permettez, peut-être un mot sur le sujet migration, le thème des migrations que vous avez choisi. Il s'agit bien évidemment d'un thème extrêmement aigu, majeur aujourd'hui, un thème qui s'impose à nous. Le monde a connu de grandes migrations, on ne va pas refaire l'histoire du monde, mais il se trouve que les chiffres sont assez exceptionnels actuellement. Il ne s'agit pas justement d'un thème de travail traditionnel pour les Nations Unies. La question, si vous voulez, des migrations s'est posée, et des réfugiés s'est posée plutôt sous l'angle politique à plusieurs reprises dans l'histoire. Quand on revient sur le Proche-Orient, évidemment après la création d'Israël, les premiers mouvements, la création d'un organe dédié au Proche-Orient, sur la question des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et avec encore d'ailleurs un dispositif qui persiste en Palestine, je dirais, et en Jordanie, sur l'accueil de ces réfugiés dès 1948. Malgré tout, les Nations Unies, le dispositif des Nations Unies avait prévu, donc dès 1949, la création d'un haut commissariat aux réfugiés. Ce haut commissariat, le HCR, donc UNHCR en anglais, comme on dit à New York aussi,
est un organe clé, bien sûr, du dispositif de traitement de la question des réfugiés. Alors, je vais y revenir. Je voudrais juste vous dire rapidement, enfin, j'ai encore une fois finir de vous donner le cadre de ce thème migration vu des Nations Unies, le HCR, une deuxième organisation qui a été créée à ce moment-là et dont on parle peut-être, enfin, vous connaissez peut-être un peu moins bien, qui est l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Et je vais vous en reparler parce que l'OIM est absolument crucial dans la gestion des réfugiés sur le terrain aujourd'hui, au Proche-Orient notamment, mais ailleurs dans le monde aussi. La question des réfugiés, c'est un sujet intéressant parce que c'est effectivement le sujet qui fait le lien, en fait, entre crise intérieure dans un pays, exemple guerre civile, et c'est exactement le cas de la Syrie, et ses conséquences régionales, avec exode massif de population de nature à déstabiliser également les pays voisins. C'est un thème qui finalement touche tous les métiers des Nations Unies, au travers des crises politiques, au travers du sujet développement, au travers du sujet humanitaire, au travers du sujet droits de l'homme et au travers du sujet climat. Je crois que vous abordez à un moment la question des réfugiés climatiques. C'est donc un thème qui est aujourd'hui au cœur de la mondialisation finalement et de l'interdépendance entre les pays. Les Nations Unies, du coup, se sont intéressées pour la première fois, disons, au plus haut niveau à ce sujet. Elle s'intéresse, encore une fois, au travers de l'action du HCR, du Haut Commissariat, depuis sa création, comme je le disais, depuis 1949, à ce sujet. Maintenant, le premier sommet sur les migrations est extrêmement récent. Il date de septembre 2016. On a eu un sommet qui a adopté une déclaration en septembre 2016. C'est la première fois quelque part, mais qui a eu vraiment une mobilisation internationale de ce niveau-là. Simplement, il est difficile de dire que cette déclaration aujourd'hui a un grand impact, tellement là, le sujet fait appel à une grande complexité entre différentes données, je veux dire encore une fois internes, internationales, diversité des situations sur le terrain et sensibilité de la question, bien évidemment, par rapport à la souveraineté des États. C'est toute la limite que vous allez rencontrer sans doute chaque fois que vous allez tenter de négocier, c'est que vous êtes contre la souveraineté des États et la question de l'imposition ou non par les Nations Unies d'un mode de fonctionnement qui peut être totalement rejeté, disons, par tel ou tel État. Alors, peut-être pour rentrer un tout petit peu dans ce détail-là, au final, le thème des migrations est un thème qui s'impose complètement aujourd'hui, qui est difficile et comme je viens de le dire, qui finalement est traité par les Nations Unies, mais qui ont du mal à imposer, disons, une ligne et le respect dans la totalité, disons, des personnes qui subissent les crises internes. Il faut bien voir que, donc, au final, on voit que la force des Nations Unies ou l'autorité des Nations Unies a quand même du mal à s'imposer. Il faudra que vous preniez en compte, bien sûr, le rôle des États, des gouvernements. C'est-à-dire que là aussi, vous êtes contre l'acteur majeur en face lorsqu'on est dans ce sujet. Ce sont finalement les gouvernements. Alors, ce sujet est un sujet qui s'est imposé au travers des migrations aussi en Méditerranée. Vous traitez, je crois, le problème de la Libye. Les Libyens, plus un certain nombre d'autres populations venues d'Afrique de l'Ouest, etc., se présentent aux portes de l'Europe depuis plusieurs années. Donc c'est un vrai sujet déjà au cœur de l'Europe qui, lui, je pense, occupe peut-être davantage encore en Europe au niveau institutionnel qu'aux Nations Unies aujourd'hui. Simplement, les Nations Unies sont complètement impliquées au Proche-Orient, au travers de cette crise, ou par le biais de cette crise syrienne qui est dramatique, qui est extrêmement grave, et au travers donc des pays d'accueil. Alors, d'une manière juste globale, aujourd'hui, dans le monde, et selon les statistiques du HCR, nous avons 65,6 millions exactement de personnes déracinées, qui ont dû quitter leur lieu de vie de manière forcée, bien sûr. Sur ces 65 millions, il y a 22,5 millions de réfugiés. Quand on dit 22 millions de réfugiés, c'est 22 millions de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. C'est pas un terme générique.
Il s'agit du statut octroyé par le HCR. Toute la procédure passe par le HCR. Sur ces 22 millions, nous avons 10 millions également d'apatrides, et nous avons aujourd'hui un peu moins de 190 millions, un peu moins de 189 000 personnes réinstallées. Vous voyez que c'est très peu, 180 300 exactement personnes réinstallées sur 65 millions déracinées. Vous voyez que les politiques ont du mal à prendre en compte cette réalité et à trouver des solutions dignes, disons, pour les personnes. Alors, peut-être j'ai retiré quelques éléments sur le HCR, mais ce que je voudrais vous dire, parce que le HCR est au cœur du sujet, du traitement du sujet sur le terrain. Le mandat, disons, central du HCR est de veiller à la protection des réfugiés, au respect de leurs droits, à leur dignité, au respect de leurs droits dans le cadre de la Convention de Genève, des conventions sur les réfugiés, des conventions adoptées ensuite en 1951. Le HCR est aussi celui qui est censé pourvoir une aide matérielle immédiate lorsque les réfugiés se présentent à la frontière, mais également de plus en plus à aider à chercher des solutions durables. Peut-être un ou deux exemples, donc simplement, j'ai vécu cette situation, disons, au travers de la Jordanie. J'étais ambassadeur en Jordanie avant d'arriver ici au Chili, donc jusqu'à il y a un an et demi, donc en plein sur toute la guerre civile en Syrie. Je suis allée dans de nombreux camps. Il faut comprendre peut-être la distinction entre la situation de réfugiés au Proche-Orient, en Jordanie, au Liban, en Turquie, qui sont les trois grands pays d'accueil de réfugiés de la crise syrienne, et la différence, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, pour, je dirais, éliminer le problème, il y a une situation extrêmement grave, la famine la plus grave au niveau mondial, plusieurs millions, je crois qu'il y a 6 millions de déplacés. Ce sont des déplacés internes, ce qu'on appelle IDP, c'est les Internally Displaced Persons, les personnes déplacées internes, c'est-à-dire à l'intérieur de leur pays, qui sont prises en charge par le dispositif onusien autant que possible, mais qui n'arrivent pas à faire face tellement la situation est compliquée, il n'y a pas de route d'accès, ce sont des populations qui viennent de fuir encore sous des attaques gouvernementales au nord du Sud-Soudan, nous parlons surtout du Sud-Soudan, des populations du fait d'une crise entre le gouvernement et les rebelles, les populations se sont rapprochées du Nil du Nord dans des régions totalement désertiques, et le HCR ne peut intervenir en protection que grâce à d'autres agences, notamment le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui largue de la nourriture. Ils n'ont pas d'autre solution que de larguer autant que possible, par des largages d'avions, la nourriture. Là, on est sur des déplacés internes qui n'ont pas fui le pays, ils ne peuvent pas quasiment, certains sont passés au Soudan du Nord, mais pas beaucoup plus. La différence avec le Proche-Orient, c'est qu'au Proche-Orient, la moitié de la population syrienne maintenant se retrouve hors de ses frontières. Et là, on est vraiment sur une population, on est à plusieurs millions, 5 ou 6 millions, qui est la moitié, vraiment plus de 50% de la population syrienne est maintenant vit hors de ses frontières. Là, elle a été accueillie dans ces trois pays que je citais, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Ce qui est important, c'est le ratio par rapport à la population locale. Ce qu'il faut voir, c'est donc le poids sur ces pays. Le poids sur le Liban de plus d'1 million de réfugiés, c'est là aussi 25% en gros de sa population. Le poids pour la Jordanie d'1 300 000 réfugiés sur un peu plus de 6 millions de personnes vivant en Jordanie, c'est pareil, c'est un peu plus de 20% de la population. Donc la charge de la gestion, l'ensemble de la gestion des réfugiés repose sur à la fois la capacité d'accueil de ces pays, et là ça déborde, il faut bien voir que les réfugiés sont accueillis par les agences des Nations Unies, par l'OIM dont je parlais tout à l'heure. Le transport doit être fait par l'OIM, personne d'autre. Les réfugiés se présentent à pied aux frontières, l'organisation des migrations les prend, les transporte avec des bus spéciaux, etc., des norias de bus, nuit et jour, et les transporte sur des camps, des lieux où ils vont être enregistrés. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à devenir des réfugiés. Là, vous avez des armées de gens derrière des ordinateurs, l'accueil des réfugiés, des tentes de prise en charge sanitaire, toilettes et nourriture d'urgence, soins médicaux, hôpitaux de campagne.
Là, on prend en charge les réfugiés et il faut plusieurs jours en général. C'est une noria quasiment H24 où on enregistre les réfugiés. À partir du moment où ils sont enregistrés par un bureau du HCR, ils ont le statut de réfugiés. Là, ils peuvent rester donc dans un camp. C'est ce qui se passe au Liban, c'est ce qui se passe en Jordanie. Mais les camps débordent évidemment. Pour vous donner le ratio, en Jordanie, où il y a 2 grands camps à la frontière au nord et 2 ou 3 petits un peu plus loin, enfin un peu plus près d'Amman, l'ensemble de ces camps ne regroupe que 300 000 personnes sur 1 300 000 personnes. Donc quand vous voyez 300 000 personnes prises en charge, disons, au quotidien par l'ONU, par le HCR, les agences des Nations Unies, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, tout le monde est dans ces camps, contre 1 million dans la nature. Et 1 million de personnes qui sont à la charge du gouvernement, en l'occurrence jordanien, qui est censé prendre en charge la scolarisation, les soins de santé, de tous ces réfugiés qui se sont complètement éparpillés dans les populations. Donc là le défi, évidemment, pour ces gouvernements, c'est à la fois un poids économique énorme, sur une charge sur leur économie qui vient de se rajouter, puisqu'il y a une prise en charge quasi incontournable, qui est humanitaire, qui est liée au sens de l'humanité dont parlait M. Martin, et à l'empathie des populations pour ces populations de réfugiés, et une charge, bien évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer aussi quand vous réfléchirez à tout ça, une charge sur la société. Au total, des réfugiés qui sont là depuis plus de 4 ans, avec des enfants, des jeunes, vont probablement rester. Toute une partie des réfugiés, même quand la Syrie, on peut le souhaiter, un jour retrouvera la paix, ne repartiront plus chez eux. Ils auront vécu déjà comme enfants, ils auront été éduqués en Jordanie, en Turquie, au Liban, ils auront déjà construit des racines, des amis, c'est impossible, ils ne repartiront pas. Et donc ça modifie complètement une société. Et en l'occurrence, je connais assez bien la société jordanienne, c'est déjà un pays qui est fractionné en 2, avec des Palestiniens d'un côté, des gens d'origine bédouine de l'autre. Là, vous rajoutez une composante, voilà, qui est syrienne, et ça modifie quand même, encore une fois, la société. Il va y avoir bien sûr des unions, des mariages, et voilà, une binationalité, etc., qui va se développer. Et c'est ça le défi, c'est que l'ONU ne peut pas, l'ONU est un acteur extrêmement important, bien sûr, sous ces crises, mais ne peut pas seul prendre en charge l'ensemble. C'est de l'aide matérielle immédiate au quotidien, un suivi plus général, le respect des principes, voilà, la réflexion sur les grands principes. Mais tout le reste à la charge des gouvernements, d'où l'importance, évidemment, dans les débats de la voix d'un État qui, lui, a supporté, qui, en général, demande de l'aide. Donc, ce qui se traduit, effectivement, la seule chose qui se passe ensuite, c'est que la communauté internationale rend flou par les donations, les subventions volontaires, etc., les fonds de ces agences, pour pouvoir apporter de l'aide indirecte, ce que nous faisons en France, que beaucoup de gens font, beaucoup d'autres pays. Voilà, alors peut-être en conclusion quelques conseils pour vos négociations. Alors, il faut chercher à construire bien sûr des alliances avec vos partenaires, les partenaires like-minded, comme on dit aussi dans le langage des Nations Unies, ceux qui vous sont proches. Il faut organiser donc des blocs de pays, bien sûr, pour simplifier les négociations, sinon ça part dans tous les sens et c'est difficile. Il faut tenter d'être créatif sur les formulations pour accommoder, pour tenter de se mettre à la hauteur de toutes les positions. C'est ce qui est difficile, y compris vous parliez de la langue française, monsieur le proviseur, mais c'est vrai, et y compris en utilisant des termes ambigus, parce que c'est à partir de là qu'on arrive à se sortir d'une impasse et à trouver en fait un terme qui satisfera à peu près toutes les positions. Donc ça nous est beaucoup reproché aux diplomates à l'extérieur, mais c'est parfois la seule solution pour pouvoir avancer, pouvoir faire une coalition qui soit efficace et opérationnelle. Il faut tenter de jamais s'énerver, de toujours respecter les négociateurs en face, de rester patient, de rester souple, voilà, en gardant à l'esprit, bien sûr, nos objectifs, vos objectifs, et en fait votre mandat, parce que selon le rôle que vous aurez, vous devez respecter évidemment le mandat qui vous a été donné et dont vous êtes investi. Voilà, bravo en tous les cas de cette expérience, et je suis curieuse de savoir après ce que ça donnera. Je demanderai. Merci de votre écoute.
j'appelle pour son discours d'inauguration le secrétaire général de ce premier modèle des Nations Unies de Santiago. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice, Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers délégués, c'est avec beaucoup d'honneur et de joie que je vous souhaite la bienvenue à ce premier modèle francophone des Nations Unies 2017 à Santiago du Chili, dont le thème principal est migrer, c'est-à-dire partir, circuler, accueillir. À l'heure de la mondialisation, les migrations sont une réalité incontournable. En Syrie, au Sahel, mais aussi en Haïti et dans les îles du Pacifique. Les effets des migrations se font de plus en plus ressentir dans le monde et mobilisent l'attention de la communauté internationale. D'après nos services, ce sont en effet 244 millions de migrants internationaux qui, en 2016, ont circulé partout dans le monde. Des migrants, victimes de conflits, de la pauvreté, des bouleversements climatiques, mais ayant tous un seul et unique objectif, partir à la recherche d'une vie meilleure. Imaginez-vous devoir fuir et tout quitter à contre-cœur. Partir et tout laisser semble être un projet inimaginable que de nombreuses personnes, populations, ont pourtant eu le courage de faire, en prenant d'énormes risques. Les séparations des familles, les persécutions, l'insécurité, les conditions de vie difficiles et parfois même la mort sont les principaux dangers et souffrances auxquels sont confrontés ces migrants. Des migrants qui ne demandent en retour qu'une aide et un accueil dans l'objectif de créer ailleurs un foyer ou de moins pouvoir vivre dans de meilleures conditions pour transformer la peur et la misère en espoir. Il vous appartient, Mesdames et Messieurs les délégués, de tout mettre en œuvre pour aider ces migrants. Pour ce faire, notre conférence s'organisera en 3 commissions. La commission de l'UNASUR aura pour objectif de proposer des solutions à l'échelle de l'Amérique du Sud contre la xénophobie, notamment à l'encontre des populations afro-américaines. Des populations qui se trouvent alors confrontées à des phénomènes de racisme et de mauvais traitements, relatant des discriminations sociales d'ordre majeur. Cette commission s'occupera également des travailleurs migrants en circulation au sein des pays d'Amérique du Sud, de leurs conditions sociales et du respect de leurs droits. La commission du développement durable, elle, réfléchira à un statut de réfugié spécifique aux migrants climatiques, à l'image de celui des réfugiés politiques. Elle abordera la menace due à l'élévation croissante du niveau des mers et des océans qui touche de nombreuses populations. Dans les Caraïbes, les cyclones, toujours plus forts et plus nombreux, contraignent beaucoup de personnes à fuir. Dans l'océan Indien, les Maldives sont même menacées d'immersion par la montée des eaux. L'objectif principal de cette commission sera alors d'envisager des solutions afin de venir en aide aux nombreuses populations victimes des multiples catastrophes climatiques et humaines qui ne cessent de s'accroître. Et finalement, le Conseil de sécurité aura en charge de trouver des solutions au sort des migrants, principalement en Libye et en Méditerranée. Ces dernières années, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont environ 4000 migrants par an qui sont morts noyés en Méditerranée. Un nombre que l'on ne peut laisser s'amplifier. Nous traiterons également de la situation des réfugiés syriens, surtout à l'échelle du Moyen-Orient, ô combien concernés par l'afflux de ces réfugiés. Des réfugiés démunis, confrontés à une crise sanitaire terrible, et dont chaque jour, la vie est menacée. L'action de ce Conseil de sécurité est d'une importance cruciale. Comment intervenir dans les guerres qui font fuir? Comment éviter que la mer Méditerranée ne devienne un cimetière? Comment améliorer l'accueil des migrants? Telles seront les questions essentielles auxquelles le Conseil de sécurité devra répondre afin que les droits de l'homme soient mieux respectés. Mesdames, Messieurs les délégués, je me tourne alors vers vous pour vous rappeler à nos responsabilités. Ces populations,
Ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont besoin d'une aide urgente. Le sort de ces migrants et de ces réfugiés dépend de nous. Ils attendent des actes concrets. C'est maintenant qu'il faut agir. Je déclare donc solennellement ouverte cette première conférence du modèle des Nations Unies organisée à Santiago du Chili. Monsieur le secrétaire général, je présente Monsieur Jérémy Bertelier, secrétaire général du Conseil des Nations Unies, du modèle des Nations Unies 2017, et qui va avoir aussi la double casquette d'être le président du Conseil de sécurité. Chaque élève président va avoir une double casquette. J'invite du coup, et je vous présente tout de suite pour conclure cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée générale qui aura lieu du coup vendredi et qui sera également la présidente de la Commission développement durable, mademoiselle Alexandra Bonneau. Et enfin, j'invite celle qui sera la vice-présidente de l'Assemblée générale de ce vendredi, qui sera à l'occasion la présidente de la Commission UNASUR, mademoiselle Soline de Porspiel. Il ne nous reste plus qu'à refermer cette cérémonie d'ouverture. Et avant de vous laisser rejoindre vos commissions, vos salles respectives, et de vous laisser commencer à réfléchir et à méditer sur ce que Madame l'ambassadrice vous a donné, les conseils, les informations, je souhaiterais profiter de cette occasion pour rendre un hommage à la première présidente du Parlement européen, qui a œuvré au rapprochement franco-allemand. Je veux parler de Simone Veil, qui est décédée vendredi dernier et qui est honorée aujourd'hui en France au travers d'obsèques nationales. Au-delà du fait que nous évoquons son nom et son parcours au moment où nous étudions les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en classe de terminale, nous ne pouvons ni nous devons oublier le parcours de cette femme exceptionnelle dans laquelle chacun d'entre nous peut trouver un modèle à suivre, que ce soit à travers la résilience dont elle a su faire preuve, se reconstruire et continuer à vivre malgré l'expérience des camps, à travers son engagement pour l'amitié franco-allemande et la construction européenne pour éviter ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Ou bien encore à travers son engagement pour l'amélioration de la condition de la femme, avec notamment la loi sur l'avortement de 1975 qui porte son nom. Simone Veil était une personnalité remarquable du monde d'aujourd'hui, un témoin majeur du XXe siècle. Sa vie et les combats qu'elle a menés nous montrent qu'il ne faut jamais abandonner, chercher à avancer, à se transformer, et plus encore contribuer à améliorer la société et le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie.